Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et heureuse de vous savoir nombreux, toujours fidèles au programme de notre chaîne de télévision. Bienvenue dans la rétro de l'actualité également. Après un long moment de pause, nous revenons décrypter et analyser l'actualité de ces derniers mois au programme. Pari raté dans l'organisation des élections générales au Gabon entre incompréhension liée au bulletin unique, ouverture tardive des bureaux de vote, communication saccadée. On revient spécialement pour vous dans ce imbroglio autour des joutes électorales. Et puis prise de pouvoir par les militaires le 30 août dernier, les hommes en treillis ont dénoncé la fraude massive lors des élections et disent avoir empêché un hold-up électoral. Et à l'heure de la transition, l'urgence est à la réforme des institutions, un préalable pour remettre l'économie sur les rails au Gabon. La gratuité des frais d'inscription, une mesure qui a fait grincer des dents dans certains établissements. La confusion demeure devant la ruse de certains responsables, on en parlera. Et ce numéro de la rétro de l'actualité est également l'occasion de rendre un hommage mérité au roi du Tandima pour l'héritage légué, lui qui a été une icône de la culture gabonaise. Un programme alléchant, des invités qui, on l'espère, seront percutants. La rétro de l'actualité, c'est parti. Première partie de cette émission, je suis avec Elsa Rituel Boukandou, femme politique, et Louis-Philippe Badinga, consultant et journaliste. Madame, monsieur, bienvenue sur le plateau de la rétro de l'actualité. Merci. Je vous propose de suivre cet élément avec moi et on revient juste derrière. Elles étaient très attendues par les Gabonais, ces mesures visant à améliorer leur quotidien. Désormais, c'est chose faite. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a déjà prêté serment, vient une fois de plus de toucher le cœur des Gabonais à travers ces mesures prises. Aujourd'hui, le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, a-t-il souligné. Il faut donc des changements profonds issus de notre réflexion commune, d'où il a instruit le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités. Réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Réviser les lois du foncier en République gabonaise. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais partenaires au développement, le nouveau président de la transition entend remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. Alors, madame, messieurs, nous sommes en pleine période de transition au Gabon. Allons-y comprendre. Faut-il aller chercher peut-être, revenir quand même rapidement sur les élections générales qui ont eu lieu le 26 août dernier, élections locales, législatives, la présidentielle également. Est-ce qu'il faut aller chercher les couacs observés quand même dans l'organisation de ces élections depuis la concertation politique de février dernier? Elsa Rituel. D'abord, merci une fois de plus pour l'invitation à participer aux commentaires de l'actualité de ces derniers mois avec vous, ici à Gabon 24. Alors, à la question de savoir s'il fallait aller rechercher les couacs liés à l'organisation des dernières élections dans la concertation, je suis tentée de dire oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Je vais commencer par le non, pour dire qu'en réalité, la concertation n'a été qu'un prétexte. Mais le plan a été huilé bien avant par le système Bongo PDG qui avait pour seule volonté de se maintenir au pouvoir. Il fallait trouver un prétexte pour légitimer, j'ai envie de dire, les clés qu'ils allaient utiliser pour tripatouiller ces élections. Il fallait avoir des complices aussi bien dans le peuple, dans la société civile, que parmi les personnalités politiques. C'était la raison d'être de la concertation et c'est la raison pour laquelle, si vous avez bonne mémoire, notre parti, le PLC, n'a jamais participé à cette concertation. Parce qu'on s'était dit, ce n'est pas lors d'une concertation qu'on va s'asseoir pour discuter comment on va faire pour organiser des élections libres et transparentes. Le problème des élections au Gabon n'a jamais été, au fond, l'organisation, mais c'était la volonté
pour les Bongos de se maintenir au pouvoir. On aurait pu sortir de là avec de belles résolutions, que le vainqueur des urnes sera déclaré président. Le problème n'a jamais été comment le peuple gagne l'élection, mais c'était comment le peuple prend le pouvoir. Et les Bongos n'avaient pas l'intention de laisser le pouvoir. Alors, donc, et donc le oui est que oui, mais justement, parce qu'ils ont réussi à appâter des gens, ils ont réussi à en faire des complices, on les a comme mis dos au mur pour dire, bah oui, c'est vous qui avez décidé qu'on part de l'élection à 2 tours, qu'on n'avait jamais expérimenté pour les présidentielles, pour l'élection à 1 tour. Bon, après, il y a eu des débats autour de est-ce que le bulletin unique a été une résolution de la concertation. Là, j'en sais rien parce que je n'y étais pas, mais de ce qui ressort de ce qui était, c'est que ça ne tournait pas autour de ça, ça tournait autour de nombre de tours à l'élection, la réduction du mandat. Mais j'avoue que cette concertation a fait reculer certaines avancées démocratiques déjà acquises au prix de beaucoup, je ne vais pas me dire du sang des Gabonais, mais il y a quand même des gens comme Pierre Mamboundou qui s'étaient battus, par exemple, pour que notre niveau de démocratisation franchisse certains strates. Mais avec cette concertation, oui, tous ceux qui ont participé à cette concertation se sont rendus complices des Bongos. Et ils savaient qu'il ne fallait pas y aller. Ils sont allés là-bas en connaissance de cause. Alors, lui, voilà. Philippe Badinga, Elsa Rituel, elle est directement partie, hein, sans forcément hésiter sur les mots. On a eu donc ce qu'elle a appelé bulletin unique. C'était le bulletin unique. On a eu également la révision par la suite. Là, j'embraye la suite de la concertation politique qui a donné ce qu'on sait, hein, retour à l'élection présidentielle à 1 tour, mandat présidentiel qui passait du septennat au quinquennat et bien d'autres choses. On a eu donc la révision du code électoral, on a eu le bulletin unique qui a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre incompréhension ou, comme elle dirait, fraude organisée. Oui, justement, en ce qui concerne donc la tradition des élections au Gabon, de l'ère démocratique, il faut partir donc aux premières élections qui ont eu lieu en 1990-91, ouais. Notamment donc, les législatives, voilà, et ensuite les élections présidentielles qui ont suivi en 1993 pour comprendre que déjà à l'époque, l'opposition dénonçait la mauvaise organisation de l'élection. Et comme a dit Elsa Rituel, effectivement, autour, on va dire, des années donc 2006, lors des accords d'Arambo, voilà, l'organisation de l'élection va atteindre un certain palier avec l'introduction, au final, avec l'acceptation d'introduire donc les procès-verbaux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas donc le problème sur la mécanique de l'organisation de l'élection, mais c'était surtout la sincérité des résultats du vote. Et donc, les procès-verbaux avaient permis de garantir la sincérité de vote. Et même le bulletin à coller. Voilà, justement. Donc, le bulletin à coller venait solder aussi un autre problème, c'était celui, justement, de l'achat des consciences ou l'achat des votes. Et donc, pour revenir à la question, non, ce n'est pas tant que la concertation politique, justement, a influé sur l'organisation du vote, mais c'était la volonté, justement, d'aider le président sorti, voilà, à demeurer au pouvoir, d'autant que l'incompréhension sur le bulletin unique, justement, c'est-à-dire que le bulletin unique a une configuration, c'est-à-dire on retrouve tous les candidats voilà, à l'élection sur le même bulletin. Malheureusement, ceux qui sont allés à la concertation n'avaient pas la même définition et pourtant, du bulletin unique. Et surtout qu'on a prêté cette intention, cette proposition aux partis d'opposition qui avaient pris part à cette concertation. Mais justement, ils avaient acquiescé, ils avaient accepté l'idée d'un bulletin. Sans connaître la forme unique, sans connaître la forme, justement, et cela a donné libre cours donc, à ceux qui organisaient l'élection de présenter ce bulletin qui a véritablement posé problème. Mais pas forcément, parce que c'est certainement ce bulletin qui a galvanisé l'élection pour qu'elle aille, l'opposition, je veux dire, pour qu'elle aille en rang serré. Oui, j'allais d'ailleurs arriver, on est arrivé à un jour de vote où, d'abord à quelques semaines du vote où la plus grande majorité de l'opposition a décidé d'une candidature consensuelle pour la présidentielle, en sachant que ceux des candidats indépendants ou affiliés à d'autres partis politiques qui s'alliaient derrière la candidature consensuelle
perdaient automatiquement leur candidat aux législatives. Donc, il y a quand même eu un gros risque à ce niveau-là. On l'a vu, par exemple, pour des candidats comme Paulette Missambo, qui ont fait le tour du Gabon, comme Alexandre Barrault-Chambrier, mais également la société civile avec Geoffroy Fumboula. Il y a eu donc une grosse organisation. C'était peut-être... ça avait peut-être remis au goût du jour l'espoir pour les populations de voir cette candidature consensuelle, Elsa? Oui, mais après, c'était grave quand même, hein, l'introduction de ce bulletin que nous avons qualifié d'inique. Parce qu'au-delà des enjeux liés à l'expression des suffrages, il y a d'abord que ce bulletin, tel que conçu, heurtait gravement la séparation des pouvoirs. Comment comprendre qu'on oblige le peuple à élire le législatif et l'exécutif pour une seule élection? Il ne faut pas confondre, c'était une élection générale, mais qui comportait trois élections distinctes. On ne peut pas, alors que le législatif est censé être un pouvoir en face de l'exécutif, on va dire, on va élire le député et le président par une seule voix. Alors que le député est censé contrôler l'action du président. Le député, en le faisant comme ils l'ont fait, faisait d'office, enfin, tout de suite du député, un complice du président. Vous voyez, ça, c'était grave du point de vue de la séparation des pouvoirs qui voudrait que le législatif soit séparé de l'exécutif. Maintenant, sur le plan de l'expression des suffrages, nous, on a eu un problème. Nous, au PLC, on n'avait pas de candidat au présidentiel. On avait des candidats aux législatives et aux locales. Maître Ange Kevin Zigou, par exemple, il était candidat à Nzayon, aux législatives et aux locales. Bon, ma candidature aux locales avait été annulée par la Cour constitutionnelle. Mais toujours est-il qu'on s'est retrouvé avec des militants, des électeurs qui nous disaient « Oui, mais vous nous mettez entre le marteau et l'enclume. Oui. Vous nous contraignez à choisir entre voter le président et voter le député. » Oui. Parce qu'il y a quand même la volonté aussi pour les populations de voter pour un candidat à la présidentielle. Exactement. Le peuple a le droit de voter et son député et son président. Mais là, on vous dit, pour ceux qui sont, par exemple, de l'opposition, vous devez choisir entre voter Maître Nzigou aux législatives ou voter le professeur Albert Rondosa parce que c'était le candidat de l'opposition. Du coup, quand l'opposition a eu un seul candidat, les candidats aux législatives, pour le compte de l'opposition, ont dû renoncer à leur candidature aux législatives. Maître Nzigou l'a fait, notre candidat à Ovendo l'a fait, parce qu'on s'est dit, on ne va pas ramer contre la volonté du peuple. Le peuple voulait d'un seul candidat au présidentiel, donc on va renoncer à nos candidatures locales pour soutenir le candidat à la présidentielle. Et du coup, je suis peut-être tentée de dire oui à la question de savoir, est-ce que ce n'est pas ce bulletin unique qui a fait en sorte que l'opposition finalement se retrouve? Non, je pense qu'il y avait déjà des discussions bien avant. Et là, bien avant. Louis-Philippe Badinga, on est arrivé à un jour de vote comme si cela ne suffisait pas, où c'était, j'ai envie de dire, on arrivait dans les bureaux de vote à midi, 14h, 15h pour certains. Oui. À certains endroits, on n'avait pas la possibilité de voter. Est-ce que c'est parce que c'était 3 élections qui étaient organisées en un seul jour, ou est-ce qu'il y avait d'autres problèmes qu'on n'avait peut-être pas décernés auparavant? Oui, mais premièrement, il faut dire que les élections générales, si c'est nouveau pour le Gabon, ce n'est pas nouveau pour un bon nombre de pays qui le font quasi systématiquement. En RDC, ce sont des élections générales chaque fois. On élit le président, on élit les gouverneurs, on élit les députés à l'Assemblée nationale. À notre niveau, il faut dire que il y a des opérations qui, semble-t-il, ont été voulues. Parce qu'il y a des bureaux de vote, par exemple, qui ont ouvert à 17h30. Oui, voilà. Et donc, des gens qui ont la culture politique savent très bien qu'il y a un certain nombre de quartiers qui constituent des fiefs de l'opposition. Et donc, quand on fait l'analyse, on va se rendre compte qu'un certain nombre de quartiers qui constituent des fiefs de l'opposition, à ces endroits-là, justement, les bureaux ont ouvert en retard. Mais je pense que il est clair qu'il y avait une volonté des organisateurs de l'élection d'aider le président sorti à demeurer au pouvoir. Et donc, c'est ce qui a expliqué, donc, à côté de ce bulletin unique compliqué, voilà, la question liée à l'ouverture des bureaux de vote. L'opération a même été très compliquée. Si on prend ailleurs, quand on parle d'élection générale, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs urnes.
on a simplement une différence d'enveloppe. Voilà, et donc il y a eu des choses qui ont été introduites, mais qui ont compliqué, on va dire, la mécanique électorale. À côté de cela, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur la communication de tout ce processus électoral, la pré-campagne, la campagne, puisque c'était le cœur, mais quand même la couverture de la campagne. Cette année, on n'a pas eu de grande nuit électorale. Louis-Philippe, vous qui êtes également journaliste, vous voyez un peu, mais même Elsa, puisque c'est un rituel, hein, j'ai envie de dire, qui rentre même déjà dans la tradition républicaine. On s'attend toujours à la veille de la proclamation, à la fin du jour de vote, à avoir cette grande nuit électorale. On a eu des disparités dans la couverture médiatique, que l'on soit des candidats de l'époque opposition et de la majorité de l'époque également. Quelle est votre lecture? Peut-être un commentaire? Oui, naturellement, l'impression que j'ai eue, c'est que... Est-ce que la haute autorité de la communication qui était censée gérer toute cette communication a perdu ou n'a pas assumé son autorité? Non, mais je pense plutôt que la HAC également a été un peu doublée. Parce qu'en réalité, l'impression que j'ai eue, c'est que la HAC n'avait pas le contrôle des médias publics. Or, en période électorale, l'accès équitable aux médias publics doit être plus accru, et il y a un contrôle de la HAC avec la quantification on va dire, du temps de passage des candidats sur ces médias-là. Oui. Et donc, à ce niveau, il y a eu des disparités, notamment en faveur des candidats du PDG, notamment du président sorti. Mais cela s'explique également parce que, à la tête des médias publics, des personnes ont été nommées pour justement faciliter cet état de fait. Si vous prenez le cas de Gabon 24, où nous nous trouvons, Gabon 24 a le malheur d'avoir été rattaché à la présidence de la République, alors que Gabon 24 était dans le groupe Gabon Télévision. Alors, Gabon 24 se situe à la présidence de la République, et de facto, on a tendance à penser qu'il faut systématiquement, j'ai envie de dire, faire la part belle au président de la République. Même si à un moment donné, il faudrait avoir un sursaut professionnel. Bien sûr, on se souvient d'un certain nombre j'ai envie de dire, de débats sur les chaînes publiques ou de passages qui sont devenus cultes sur la première chaîne de télévision. Par exemple. Voilà, et donc en réalité, cela a été fait avant, mais cette fois-ci, il y avait une volonté de faire un blackout. La preuve, à 17h, Internet était coupé, les réseaux sociaux qui sont devenus aujourd'hui les relais de la télévision donc, étaient coupés, et nous n'avons pas eu droit à la nuit électorale alors que c'est une tradition. Voilà. Ouais, on peut rester encore là à fustiger, mais on va évoluer un peu, Elsa Rituel. On entre alors dans la transition et on se pose la question, est-ce que finalement l'initiative des militaires se justifie avec tous les couacs qu'on a relevés depuis le début de cette émission? Bah oui, l'initiative se justifie, et c'est d'ailleurs, je pourrais même dire, c'est la réponse à la prière de beaucoup. On a jeûné, prié, on a demandé à Dieu une issue pour sortir de là. Ça paraissait impossible d'envisager que le CGE et la Cour constitutionnelle viennent dire que ce n'est pas Ali Bongo qui a gagné l'élection. Ça nous semblait tellement impossible qu'on se disait, OK, on va aller, on va voter contre, et puis on va espérer qu'une solution nous vienne du ciel. Et contre toute attente, les militaires qui avaient pour habitude d'utiliser les armes de la République contre les enfants de la République, donc contre le peuple gabonais, cette fois-ci, dans un sursaut patriotique, décident de braquer les armes de la République contre les institutions qui voulaient faire ce coup d'État électoral pour sauver le peuple gabonais. La preuve, l'euphorie. Moi, j'ai vécu ça à Ndendé. On s'est tous retrouvés au carrefour du bonheur. J'ai même perdu mon téléphone parce que tout le monde voulait appeler, tout le monde voulait avoir la bonne information. Et c'est Geoffroy qui aime le dire, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de salut. Oui, voilà. et un coup de salut, même le général, président de la transition, aujourd'hui le dit, c'est un coup de libération, mais une prise de pouvoir militaire qualifiée quand même par Albert Ondorosa de révolution de palais. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter, Louis-Philippe Badinga? Oui, avant de répondre à cette question, je dois d'abord revenir sur ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je dois le dire, je suis chrétien, et ce qui est dommage, c'est que beaucoup négligent
les forces de la prière. Si on remonte dans le temps, un pays comme l'Ouganda, qui avait à l'époque Idi Amin Dada comme dictateur, le peuple s'est mis simplement à prier. Ouais. Et les gens confessaient qu'à force de prier, ils sentaient la présence de Dieu. Et donc, ce n'est pas la blague. Il y a eu un prédicateur ghanéen qui est arrivé au Gabon avant les élections et qui a dit qu'il devait avoir des bouleversements au Gabon. Voilà, donc pour revenir donc à votre question, le général président de la transition, justement, est un peu comme la main de Dieu qui intervient pour éviter ce bain de sang. Quant à la sortie du professeur Albert Ondossa sur la révolution de Palais, oui, on peut analyser, vu que le président de la transition a été pendant longtemps aux côtés de l'ancien président Omar Bongo. Voilà, il a été dans les couloirs du palais. Voilà, il a grandi à la présidence de la République. Et d'ailleurs, il a lui-même cité Machiavel, disant que pour renverser un pouvoir, il faut être à l'intérieur de ce pouvoir. Donc, il ne faut pas faire dans le fétichisme des mots ou des expressions. En réalité, c'est une révolution de palais. Mais est-ce que le fait que ça soit une révolution de palais annihile la volonté justement de faire autrement? Non. Ouais. Les militaires ont dit que l'élection s'est mal déroulée et de toutes les manières, le professeur Albert Ondossa, qui aurait été logiquement déclaré vainqueur, ne l'a pas été. Ça veut dire que tous les chiffres ont été bidouillés et de toutes les manières, il fallait donc annuler cette élection. Mais pour réécrire les textes de telle sorte que, lors des élections à venir, il n'y ait pas eu ces soucis et que l'armée ou quiconque ne soit pas obligé d'interrompre le processus électoral. Ouais. On aura l'occasion d'arriver à ces consultations auxquelles on imagine toutes les couches de la population vont prendre part. Mais déjà, lui, Philippe Badinga l'a dit, cela annule de facto l'élection, cette prise de pouvoir par les militaires. Une question taraude alors l'esprit de plusieurs dans l'opinion et le président de la transition a reçu les anciens candidats à l'élection présidentielle, même si on sait qu'il y a eu des candidats également aux législatives, au local, mais il a certainement commencé avec eux. Elle concerne le remboursement des frais de caution. Que dit la loi? Elsa Rituel, vous qui êtes une juriste aussi, on ne l'a pas dit, vous avez été candidate. Que dit la loi par rapport à ces cautions-là? Bon, après, oui, c'est important de poser la question. La loi électorale, le code électoral, c'est l'article 67 qui prévoit, qui encadre la caution. Oui. Alors, pour les élections présidentielles, c'est 10 millions. Pour les élections locales, c'est 250 000. Pour l'élection législative, c'est 350 000. Et l'alinéa qui suit est clair. En cas de victoire, vous êtes remboursé à 100%. En cas de défaite, mais ayant dépassé 10%, vous êtes remboursé de moitié. La loi est muette, la loi est silencieuse quant au cas de figure d'une élection annulée. Parce que j'imagine que ce n'était pas une hypothèse qui avait été envisagée au moment de la réécriture du code électoral, mais toujours est-il que nous y sommes. L'élection générale de 2023 a été annulée. Quid de nos cautions? À ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit simplement lire la loi ou commencer à l'interpréter? On doit commencer à l'interpréter. On doit commencer à interpréter la notion même d'annulation. Oui. En droit, l'annulation ou la nullité, c'est une sanction qui est rétroactive. Lorsqu'un acte est frappé, lorsqu'un acte est annulé, la conséquence, c'est qu'on suppose que cet acte n'a jamais produit d'effet, donc cet acte n'a jamais existé. Si l'élection générale, vu que l'élection générale a été annulée, on suppose qu'elle n'a jamais eu lieu. Si elle n'a jamais eu lieu, je ne vois pas pourquoi on va garder la CDC va garder ma caution. Alors rapidement, avant de terminer cette partie, Madame, Monsieur, on va parler un peu, le Premier ministre Raymond Dossima a eu une conférence de presse dans laquelle il disait que dès la semaine prochaine, donc la semaine qui va commencer début octobre, il y aura donc des consultations générales. Toutes les couches de la population sont invitées à venir faire déposer des contributions. Voilà, c'est ça le terme, des contributions, où elles font le diagnostic, ensuite elles proposent des solutions. Oui, en réalité, le Premier ministre a dit il était difficile d'organiser d'abord un débat national, voilà, parce que
ayant en mémoire la conférence nationale, qui en réalité n'a servi que de catharsis collective, où les gens sont venus plutôt s'invectiver, s'insulter, que de construire quelque chose de sérieux. Et par la suite, c'est un groupe restreint qui a dû écrire la Constitution. Et donc, lui, il souhaitait qu'il y ait donc, cette contribution, voilà, et qu'à partir de la contribution, en fonction du volume donc, des contributions, un chronogramme va être établi pour essayer d'analyser donc, tout ce qui sera dit, faire, en fait, sérier les questions. Voilà. Et à ce moment, ces questions devaient être soumises à l'Assemblée constituante qui doit être mise en place pour pouvoir réécrire les textes. Mais je veux répondre à la première question. Oui, par quoi on doit commencer? On doit commencer par l'écriture des textes. Et dans notre domaine qui est celui donc, du journalisme et de la communication, il y a beaucoup à redire, beaucoup à refaire. Il faut réécrire notamment sur les questions, l'architecture de l'information. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple, avec la prolifération, j'y arrive, voilà, des réseaux sociaux, de nombreuses institutions ont tendance à utiliser les réseaux sociaux pour distribuer des communiqués, des documents même officiels. En réalité, il faut réécrire donc cette architecture qui fait que, en pareille circonstance, c'est l'agence qui est la première, le réceptacle d'un certain nombre d'informations officielles. Dans le cas d'espèce au niveau du Gabon, l'agence gabonaise de presse, ce qui est intéressant dans ce que le Premier ministre a dit hier, c'est qu'il faut partir d'une feuille blanche. Certes, on s'appuie sur la Constitution de 1991, mais on doit partir d'une feuille blanche en considérant tout ce qui a été fait, notamment à partir de 1991. Ceci dit, Elsa Rituel, peut-être votre mot de fin, de la façon dont c'est prévu, les événements sont prévus, vous, vos propositions dans l'immédiat, les plus urgentes? Moi, je pense que d'abord, avant de faire nos propositions, il faut donc véritablement assurer un service après-vente, après la communication du Premier ministre, qui ne laisse pas les Gabonais sans se poser des questions. Parce qu'à bien des égards, nous, on est resté sur des forums à communiquer, beaucoup n'ont pas compris ce que le Premier ministre a dit. Malheureusement, il n'avait pas un propos liminaire qui aurait pu être distribué pour que les gens analysent, parce qu'il fallait suivre le direct. Ma proposition est que dans l'immédiat, le Parlement de la transition soit mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de réformes qui sont prises, il y a beaucoup de décisions qui doivent être soumises à l'autorité de la loi. Quand même. Oui. N'oublions pas que, bien que nous soyons en période de transition, si on met en place un Parlement, le Parlement doit contrôler l'action de l'exécutif. Donc l'exécutif qui est en place actuellement a besoin que le Parlement soit mis en place pour le contrôle citoyen de l'action, pour légiférer, même pour consentir l'impôt, parce qu'il y a des dépenses, voilà, il y a la gratuité. L'État continue. L'État continue. Donc il faut, pour nous, c'est un impératif, il faut que cette Assemblée voit le jour dans les plus brefs délais. Quoi. Oui, et à ce niveau, il ne faut pas confondre, il faut pas confondre ce qui peut être donc cette Assemblée de transition, voilà, et l'Assemblée constituante. Parce que l'Assemblée constituante est prévue uniquement pour réécrire tout à fait. Voilà, les lois. Les lois, c'est bien de le préciser. Merci à vous, Louis-Philippe Badinga. Merci, Elsa Rituel-Bukando, pour votre première participation. C'était ouf, des analyses percutantes. Merci beaucoup pour vos contributions. C'est avec vous donc que je referme cette première partie de la rétro de l'actualité. Ne zappez pas, on continue juste derrière. Deuxième partie de la rétro de l'actualité, économie, éducation et culture vont constituer la trame de cette partie. L'actualité sur Gabon 24 donc se poursuit avec Innocent Badouma, journaliste spécialisé des questions économiques, et Louis-Philippe Badinga, consultant et journaliste. Merci à vous, messieurs, d'être avec moi pour cette deuxième partie. Merci. Merci. On reviendra donc avec vous sur la réactivation donc, de cette task force sur la dette intérieure, les mécanismes de relance de l'économie. On regarde l'élément, on se retrouve juste derrière. Cette mesure de reprendre en main la task force sur la dette n'a pas surpris grand monde. En fin mars 2022, elle oscillait à 7 000 milliards de nos francs,
Selon des chiffres de la BAD, le taux d'endettement est tombé à 52,6% du PIB contre 66% du PIB en 2021. Mais tout ça, ce sont des chiffres et les chiffres, on peut leur donner le sens que l'on souhaite. C'est pourquoi il faut manu militari prendre le taureau par les cornes. Cette task force reprendra tous les actes laissés en suspens par la précédente sans raison évidente. Attaquer le grand malade, la dette intérieure au Gabon, c'est par ricochet lutter contre les crimes économiques, les surfacturations, les marchés publics fictifs, les éléphants blancs, pour ne citer que cela. La dernière task force créée par arrêté 00070 PM du 8 février 2021 portant création, organisation et fonctionnement de la task force règlement de la dette intérieure, une fois mise en place, avait pour mission le suivi des dossiers des opérateurs économiques en contrat avec l'État dans le cadre des marchés publics. Cette task force avait relevé des incohérences, parmi lesquelles un montant de 241 milliards qui avait été réclamé à l'État gabonais alors qu'il s'agissait d'un montant fictif. Si l'on a pu relever toutes ces incongruités, il demeure que ces entreprises n'ont pas été poursuivies pour toutes les fraudes précitées. La question reste entière: qui assure le suivi des marchés publics une fois la surfacturation ou d'autres malversations de ce type relevées? Qu'encourent les présumés coupables? À quoi serviront les fonds réceptionnés grâce à cette task force? Qu'en est-il des chantiers en cours dont les fonds ont été décaissés et restent à ce jour des éléphants blancs? La réactivation de la task force dédiée à cette dette intérieure et extérieure pour détecter toute irrégularité ou fraude potentielle sonnerait-elle la fin de la cour du roi Péto? Est-ce la fin de l'impunité des crimes économiques? Si la mise en place du club de Libreville est une piste de solution, la restauration de la dignité des Gabonais par des services de base serait l'une des plus belles victoires de cette initiative. Pas de spéculation, attendons de voir le fruit mûrir, car d'ici, on voit déjà des têtes tomber. Alors, messieurs, avant de commencer et de parler à proprement parler de l'économie, on a vu le Premier ministre tenir sa conférence de presse qui disait que le préalable, avant même de construire des routes et de faire tout ce qui relève du social, même si c'est aussi important, c'était surtout d'abord la réforme des institutions. Selon vous, c'est donc le préalable à la relance de l'économie, Innocent ? Moi, je pense que nous sommes dans un contexte particulier. Oui. Avant que d'embrayer, le préalable, à mon avis, devait être de prendre les mesures, les dispositions pour que le Gabon se mette en sécurité du point de vue économique. Vous avez vu les institutions internationales, les États-Unis sanctionner entre guillemets le Gabon, le Commonwealth nous a sanctionnés, les États-Unis ont retiré leur aide. Leur aide de moitié. Voilà. Et quand on voit ce qui s'est passé en 2014, quand la Russie a récupéré la Crimée, quand on voit ce qui s'est passé quand la Grèce a voulu se retirer de l'Union européenne et donc les sanctions, quand on a entendu les sanctions de la CAC et de la CEMAC, il est important, l'urgence pour moi, ce serait de sécuriser le Gabon du point de vue financier. Parce que notre transition ne veut pas durer 2 ans, 1 an. Je souhaite qu'elle soit plus, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et ces institutions risquent de nous taper là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est dans le porte-monnaie, c'est la monnaie. Imaginez un seul instant que la France dise on sanctionne le Gabon, un peu comme ils ont fait avec le Mali. Pas de convertibilité de la monnaie, on bloque la monnaie. Et donc, à mon avis, le gouvernement devait imaginer un plan B au cas où, pendant la transition, les institutions internationales, la France notamment, qui dispose du trésor français, où nous gardons notre argent, arrive à nous sanctionner. Donc, il faut penser à une monnaie nationale. C'est ce qui s'est passé au Mali. On ne réinvente pas la roue. Il faut penser à une monnaie nationale. Ça peut être le mian, pour dire argent, ça peut être aussi igonz, qui sont nos langues. On imagine le Gaboma, pourquoi pas, une monnaie qui serait arrimée, par exemple, à un autre pays comme le yuan, qui serait arrimée au rouble ou au roupie indien. Donc, il faut penser à ça. Il faut déjà penser à ce mécanisme de prendre en place les ressources humaines. Donc, nous avons des compétences dans la banque. On a les gens qui gèrent la BAC. Donc, pensez à ce mécanisme-là pour qu'on mette le plan B au cas où la communauté internationale nous mettait les pressions, là, ça va faire mal. Pensez qu'en 1964, il y a eu un coup d'État. Les militaires avaient bien travaillé, un peu comme aujourd'hui. Le sang n'avait pas coulé, sauf que l'armée française est venue pour neutraliser l'armée gabonaise et il y a eu une fosse commune au niveau de Carrefour Siné-Likwala. Où là, c'est trop la SCG, il y a une tombe là des militaires français.
Et donc là, on n'est pas sorti. Hein, c'est toujours, comme je dis, l'imprévisibilité. Le signe noir, c'est-à-dire qu'un événement peut arriver auquel on n'a pas pensé, qui va nous mettre à mal. De l'avis de Raymond Donsima, qui est donc le Premier ministre de la Transition, il veut aller vite parce qu'il n'a pas envie, notamment, que les sanctions dont faisait état Innocent se perpétuent sur le Gabon. Mais il n'a pas également envie, donc il a envie d'aller vite, mais il n'a pas envie de se précipiter. À ce moment-là, est-ce que ces mécanismes tels que relevés par Innocent peuvent être réfléchis? Parce qu'il faut quand même le rappeler, même si on a l'impression que des mois se sont déjà écoulés depuis la prise de pouvoir, on n'est que dans le premier mois. Est-ce que ces mécanismes tels que souhaités peuvent être réfléchis en une si courte durée? Bon, je pense déjà premièrement que le Premier ministre a fait un premier plaidoyer lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Oui. Et en marge de cette Assemblée, le Premier ministre a rencontré un certain nombre de personnalités qui représentent soit des États ou des institutions. En ce qui concerne les sanctions, il faut comprendre déjà que c'est systématique en pareille circonstance, hein, que le coup, donc le coup soit de salut ou qu'il soit un coup salutaire, il y a donc des conséquences systématiques à partir donc des institutions auxquelles appartient le Gabon et qui a signé un certain nombre d'engagements. Mais en ce qui concerne les sanctions, il faut comprendre qu'il y a une gradation dans les sanctions. Donc il y a des sanctions qui sont plutôt douces, et puis il y a plusieurs autres paliers de sanctions. Et donc le travail que le Premier ministre s'est attelé à faire, donc c'est d'aller, j'ai envie de dire, apporter des garanties donc, aux représentants de ces institutions, aux ambassadeurs qui étaient également lors donc, de sa première conférence de presse. C'est pour dire qu'ils vont aller vite, mais ils veulent aller bien, aller vite sans se précipiter. Et donc, pour répondre à la question, il y a certes une volonté d'ordonnancer les priorités, mais en même temps, le pays doit quand même continuer à fonctionner parce qu'il y a donc des entreprises qui doivent tourner, il y a des agents qui doivent être payés. Il faut éviter vitesse et précipitation ou surtout agir sous le coup de la communauté internationale. Nous savons tous aujourd'hui, qu'est-ce que nous déplorons, qu'est-ce que nous constatons, c'est que notre économie ne nous appartient pas. Et nous savons aussi que la plupart des entrepreneurs, ceux qui ont les grands marchés, ce n'est pas toujours des Gabonais. Donc la restructuration doit être globale. Et si on se précipite parce qu'on a la pression de la communauté internationale, on risque de faire n'importe quoi. On risque de ne pas aller en profondeur des questions. À mon avis, cette transition devait durer 5 ans. Le temps, 3 ans, le Premier ministre l'a dit lors de sa conférence, il a eu besoin d'1 an et à peu près 5 mois. Je crois que c'est ça, pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, régulariser, pour la régularisation des situations. Quand donc, il était Premier ministre. Alors donc, vous voyez que rien que ce pan a pris 1 an et demi. Et donc, si nous voulons penser l'économie en profondeur, ce n'est pas en 1 an et demi, ce n'est pas en 2 ans. Si nous ne repensons pas la transition, si nous ne posons pas la transition économique, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un effet d'éviction. C'est-à-dire que le politique va toujours bien payer. Conséquence, les journalistes vont quitter les rédactions. Vous allez quitter la rédaction pour vouloir être conseiller et on va perdre une bande journaliste. D'autres vont quitter l'agriculture pour vouloir être porte-valise d'un homme politique. Conséquence, on va perdre un bon agriculteur. Vous proposez que donc, tous les sujets c'est global. On ne doit pas segmenter. La nation est une. On essaie d'étudier la politique à côté, l'économie à côté, les culturels à côté. Mais il faut que l'économie soit le socle. Je vais embrayer, Innocent, rapidement. Peut-être la dette du Gabon. On a écouté Raymond Donsima, 3 000 milliards aujourd'hui. Le CTRI et même le gouvernement de la transition, ou du moins avec le gouvernement de la transition, ont réactivé la task force donc, sur la dette intérieure et extérieure. La précédente avait donc permis d'apurer une partie de la dette, on se souvient encore. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher avec un coup de baguette magique ou est-ce que ça devrait également prendre le temps, surtout que le Premier ministre a également précisé qu'on ne fera pas la part belle forcément à la dette intérieure, mais il faudrait également là mettre la dette intérieure et extérieure au même pied d'égalité. Oui, il faut équilibrer, mais après, avant d'équilibrer, c'est-à-dire qu'équilibrer, c'est jouer sur les 2 pédales, payer la dette internationale et payer la dette interne. OK, mais la dette interne, elle est de combien? On ne connaît pas, on n'a pas les chiffres. Il y a eu une première task force qui avait fait son travail, qui a rendu. Et là, on a une deuxième task force qui se met dessus. Mais tout simplement parce qu'il y a eu surfacturation entre-temps. Et donc, ces travaux, ces enquêtes-là, on ne doit pas les précipiter. Il faut laisser le temps
au comité, à Task Force, donc le comité d'enquête qui a été mis sur place, d'enquêter, de regarder les pièces comptables. Vous voyez, ça va prendre du temps. Et donc, on dit 3 000 milliards, oui, mais peut-être que ça peut s'avérer plus, peut-être que ça peut s'avérer moins, au terme du travail de la Task Force qui n'a commencé qu'à convoquer des entreprises. Louis-Philippe Badinga, est-ce que vous pensez qu'après cette Task Force, le problème de la dette pourra être réglé? En ce qui concerne la Task Force, il faut déjà revenir sur la précédente Task Force. Oui. Au regard des quantités d'argent que l'on a vues dans les domiciles d'un certain nombre de personnes déjà ou de personnalités. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Est-ce que cet argent va servir notamment à payer la dette intérieure? Oui, non, mais avant, il y a lieu déjà de douter des travaux de la première Task Force. Oui. Parce que si les personnes qui ont diligenté cette Task Force n'étaient pas des personnes à, j'ai envie de dire, de bonne moralité, on a de raisons de douter sur cette Task Force. Donc, l'idée serait que cette deuxième Task Force puisse auditer la première, premièrement. Déjà. Et la deuxième chose, on a des raisons également de s'interroger sur cette deuxième Task Force si M. Pierre Dureau, qui a été nommé à la tête de cette task force, est lui-même cité dans un certain nombre d'affaires louches. Un nom qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, au niveau d'Espagne, voilà. Donc, il y a lieu de se poser des questions parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de donner, j'ai envie de dire, une carte blanche ou de donner un blanc-seing. Donc, en réalité, il faut que cette deuxième task force soit dénuée donc de tout calcul, de toute pression interne ou externe. En réalité, il faut qu'elle se passe dans les règles de l'art. Ce qui est sûr, c'est que dans un pays, au moment où nous parlons de relancer l'économie, il y aura toujours la dette. Mais la question, c'est d'abord d'honorer les engagements internationaux vis-à-vis de nos partenaires, mais aussi essayer de payer la dette intérieure pour amener une bouffée d'oxygène aux entreprises, à la trésorerie, de telle sorte que l'investissement reprenne. Et ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup à vous, Innocent Badouma, d'être passé sur ce plateau. Merci, Louis-Philippe Badinga. Vous restez avec moi puisque tout de suite après, on parlera d'éducation. Nous poursuivons cette émission de la rétro de l'actualité pour parler d'éducation, cette fois avec Louis-Philippe Badinga qui est toujours avec nous et Aurel Mabika qui est président provincial de la FENAPEG. Il s'est agi durant ces dernières semaines du malentendu, j'ai envie de l'appeler comme ça, sur la gratuité des frais d'inscription avec son application qui, semble-t-il, en fonction des établissements, est à 2 vitesses. On regarde cet élément et on revient juste derrière. Tout part d'une note du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale datée du 11 septembre dernier, laquelle faisait mention pour le compte de l'année 2023-2024 de la gratuité des frais de scolarité au sein des établissements publics et confessionnels à l'échelle nationale. Une note à l'origine de plusieurs incertitudes, tant les parents d'élèves que les responsables des établissements publics et confessionnels étaient dans la confusion totale. Au lendemain du premier conseil de ministres de la transition, Carmelin Toutoum-Leclerc apporte plus d'amples explications. Alors, il y a deux choses. La décision qui a été prise par le président de CTRI, c'est la gratuité des frais d'inscription et de réinscription. Comme je vous le disais, ça concerne les établissements publics. Au niveau du confessionnel, uniquement les enfants qui ont été orientés par l'État. Ça, c'est une chose. Et ces enfants qui sont orientés par l'État vers les confessions religieuses, nous prenons également en charge les frais d'écolage. Ces frais d'écolage incluent les frais de scolarité, mais pour les enfants orientés par l'État. Au sorti de cette rencontre avec l'ensemble des directeurs du ministère de l'Éducation nationale, des éclaircissements ont également été faits suite au précédent communiqué du CTRI annonçant la mise en solde de 1000 fonctionnaires. Ils sont prioritaires en ce qui concerne les 1000 postes budgétaires. Ce sont ceux qui sont en situation de pré-salaire depuis de nombreuses années. Ce sont les sortants écoles. Ce sont quelques cas de recrutement direct, mais qui sont toujours en situation d'enseignement. Nous avons également une situation assez particulière pour les enseignants documentalistes qui, Après l'ensemble des directeurs, le ministre de l'Éducation nationale a également reçu les responsables des établissements confessionnels pour une mise au point sur la dette intérieure de son département auprès des partenaires.
Aurel Mabika, déjà, bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, madame. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, on est parti de la gratuité des frais de scolarité à la gratuité des frais d'inscription. Finalement, cette mesure saluée au départ, lorsqu'elle avait été annoncée par le CTRI, par les parents d'élèves, n'a fait que créer la discorde. Oui, on va dire une légère discorde parce qu'on a essayé de jouer avec les mots. Les frais d'inscription, frais de scolarité, oui. Il fallait vraiment définir qu'est-ce qu'on entend par frais de scolarité ou frais d'inscription. Je pense que l'annonce concernait beaucoup plus les frais d'inscription parce que derrière les frais d'inscription pour les écoles publiques, mais également les frais, ce qu'on appellerait les frais d'écolage pour les établissements privés confessionnels. Il y a des parents, oui, qui mettent leurs enfants dans les établissements privés, peut-être pour essayer d'avoir un meilleur enseignement qu'au public. Est-ce qu'ils n'auraient pas également tenu compte, là je parle du CTRI, de ces élèves-là aussi, pour parler d'égalité de chance? Bon, c'est vrai que la rentrée scolaire est une grande préoccupation pour les parents. Oui. Voilà, et on sait très bien que dans ce pays, il y a de grandes disparités, de grandes inégalités. Il y a des parents qui ont effectivement du mal à scolariser leurs enfants. Mais on va dire, au départ de cette décision, déjà, il faut dire que c'est une sorte de pression qui a été mise sur le CTRI parce qu'on se souvient qu'un certain nombre d'acteurs, notamment de l'opposition, avaient plaidé justement pour le retour, par exemple, de la bourse d'études au secondaire. Et donc, on s'est retrouvé avec on va dire, un certain nombre de pressions. Et je pense qu'à ce niveau, le CTRI devrait ne pas céder aux pressions, parce que si tout le monde mettait sur la table dans chaque secteur son problème, ça risque de créer une instabilité. Or, le contexte actuel, c'est un contexte dans lequel on devra se serrer en réalité la ceinture. On doit faire des sacrifices parce que il va sans dire que le pays est un peu comme entre parenthèses en ce qui concerne les institutions internationales qui vont certainement donner un certain nombre de sanctions. On a vu quand même certains responsables d'établissements publics, puisque vous parliez de frais d'inscription, avancer qu'il fallait pour les parents s'acquitter de frais notamment liés aux APE. À quoi servent ces frais? Parce que finalement, selon la loi, je pense bien que les APE ou l'APE, comme on l'appelle souvent, n'est pas obligatoire. Mais pourquoi imposer aux parents d'élèves de payer L'association des parents d'élèves est une association régie par la loi 3562 en République gabonaise. Ça ne souffre d'aucune contestation. Les associations des parents d'élèves exercent au sein des établissements publics et privés. Là aussi, ça ne souffre d'aucune contestation. Nous savons comment fonctionne effectivement une association dans notre pays. L'association vit des cotisations de ses membres. Oui. Alors, il se trouve que, et c'est là où le débat s'est toujours posé au niveau de l'éducation nationale. Parce que quand il faut normer les cotisations de l'association des parents d'élèves, on viole les dispositions de la loi. Parce que le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas venir normer les cotisations au sein d'une association. Donc, si vous faites ça, ce que vous prenez l'association des parents d'élèves comme étant un démembrement de votre ministère. Ah oui. Donc, comme si c'était une direction. Voilà. Donc, d'autre part, quand on annonce le fait que l'APE soit facultatif, nous sommes d'accord, c'est facultatif parce que l'adhésion à une association est libre et volontaire. Il se trouve qu'en milieu scolaire, madame, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que vous avez un établissement comme le CES Mabignat où les parents payent 19 enseignants vacataires. Dites-moi, le parent qui n'a pas cotisé, est-ce que son enfant a le droit d'aller assister au cours de mathématiques? Alors, la question est entière, Louis-Philippe Badinga. Est-ce qu'on devrait arriver à cet état de fait, dans un état régulé, encadré, normé, où ce sont nous, les parents, j'ai envie de m'inclure, qui payent les enseignants? Ce cas de figure montre bien que le chantier dans l'éducation est vaste, d'autant que pendant plusieurs années, on n'a pas, semble-t-il, considéré la gestion prévisionnelle des effectifs, que ce soit en ce qui concerne les enseignants et en ce qui concerne donc
les élèves. Philippe, c'est vrai qu'on essaye, comme a dit aussi le Premier ministre, on a fait la première partie du match, on a raté les règles du jeu, on essaye d'entamer la deuxième mi-temps, la deuxième partie du match avec peut-être de nouvelles règles qui vont être édictées. Mais est-ce que le fait donc, de contribuer, c'est déjà pas mauvais? Est-ce que aussi, parce que quand on écoute Aurel Mabika, il souhaiterait un appel au dialogue avec la tutelle. Est-ce qu'on serait encore dans un dialogue pour le dialogue, dans une concertation pour la concertation, quand on sait ce qu'ont produit les anciennes concertations avec la tutelle, les différents acteurs? Oui, je pense que dans tous les secteurs, il y a aujourd'hui la difficulté justement de refonder, restaurer les choses et celle de continuer à gérer les affaires courantes. Voilà, je pense qu'en ce qui concerne la gestion des affaires courantes, il faut essayer de limiter les casses, faire au mieux. Mais dans tous les cas, donc le cadre de la concertation, ce grand débat national qui a été également annoncé par le Premier ministre, sera le lieu justement de discussion de toutes ces questions. De la façon dont les choses ont démarré en cette année avec les préoccupations des parents d'élèves, mais pas que, hein, les enseignants, on l'a relevé, est-ce que ça augure une bonne année scolaire 2023-2024? J'ai très peur pour cette année scolaire parce que, voyez-vous, le problème aujourd'hui ne va plus se situer au niveau des programmes parce que on a commencé à retirer les programmes querellés. Le problème ne se situe pas à ce niveau, mais il y a un problème qui demeure chaque année. On manque d'enseignants, mais les programmes vont toujours à la fin et les enfants vont toujours aux examens. Moi, j'ai envie de féliciter nos enfants qui sont des génies. Parce que si nos enfants comptaient sur ce qu'ils recevaient comme enseignement, je suis sûr qu'on aurait eu beaucoup de déficits. Parce qu'aujourd'hui, on a des grands pourcentages. On se dit, oui, les enseignants donnent, mais les enfants n'ont pas tous les enseignants. Donc moi, la crainte aujourd'hui avec la transition, parce que la transition vient soulever les problèmes de fond qui étaient vraiment enfouis. Le problème, c'est que je me dis, est-ce que si au premier trimestre, tous les enfants n'ont pas d'enseignants, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est une réalité sur le terrain. L'école n'a pas commencé parce qu'il manque des enseignants. Nous pensons qu'il faut vite s'asseoir, il faut vite trouver une solution parce que cette fois-ci, ce ne sont pas des enseignants qui vont lever le pied, ce seront les parents qui vont lever le pied s'il manque les enseignants dans les établissements. Merci beaucoup, Louis-Philippe Baniga, et merci à Aurel Mabika. On espère vous avoir très vite pour revenir, pourquoi pas, sur ces questions qui vous taraudent, sur ces questions importantes d'éducation. Merci encore d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Et Dame Culture prendra votre place, on se retrouve juste derrière. Il s'est éteint dans la nuit du 14 au 15 août 2023 à Casablanca, au Maroc. Il a fait vibrer des scènes et fait danser plusieurs générations, partant de la conscientisation sur l'importance de l'allaitement maternel à la lutte contre le VIH-Sida. C'est un tout autre artiste qui s'est révélé dans le début des années 80 avec un style musical assez spécial et dont il est devenu le roi, le Tandima. Vicos Ekondo, c'est de lui dont on parle et à qui nous voulons rendre un hommage dans cette émission. Regardons, on se retrouve juste derrière. Dans une interview accordée en 2002 au magazine Gabon Click Info, cet homme de culture traduisait le Tandima comme étant esprit et matière, une école de la connaissance de l'humain, un lieu de rencontre des rites, croyances et danses du Gabon. Il avait donc créé le Tandima, un mélange de tradition et de modernité. C'est aussi une expression culturelle contenant des signes et symboles lyriques et chorégraphiques de la plupart des ethnies du Gabon. Culte initiatique qui s'est largement répandu dans le pays à travers le monde. À travers le Tandima, on a connu ce que c'est que le bouti, le boité, qui veut dire le secret des hommes, le secret de Dieu en quelque sorte. Donc aujourd'hui, le secret de Dieu navigue dans le monde et tout le monde en sait ce que c'est que le bouti. Donc le bouti, c'est notre fierté, c'est notre dignité, c'est notre identité, c'est tout pour nous. Maintenant que Vicos n'est plus, qui saura perpétuer cet héritage et maintenir la flamme de cette torche indigène? L'une des héritières pressenties est sans doute la fille Vicos Ekondo. La chanteuse tradi-moderne Lauriane Ekondo, une responsabilité qu'elle devra désormais assumer avec d'autres. J'hérite du Tandima,
mais je n'hérite pas toute seule. Parce que dans le Tandima, c'est une fratrie. C'est chacun qui apporte un peu de soi. C'est des costumiers, c'est des danseurs, des chorégraphes, des maquilleurs. Le Tandima, c'est tout le monde. Je travaille beaucoup avec Lauriane parce qu'elle aussi, elle a eu le temps d'avoir la connaissance que son père a eu le temps de lui léguer, que ça soit au niveau de la chanson, au niveau de la chorégraphie. La seule chose que je regrette, c'est qu'on s'était battu pour que la fondation Tandima puisse voir le jour. Mais hélas, c'est un souhait qu'on va toujours chercher à conquérir et faire que ça puisse voir le jour. Alors, au commencement était Viko Sekondo. Que le Tandima soit. David Obola nous a rejoint sur ce plateau. Merci à Dame Culture de Gabon 24 d'être parmi nous. Merci Marielle et bonjour également à tous nos téléspectateurs. Et toujours avec Louis-Philippe Badinga. Louis-Philippe, Viko Sekondo était finalement un artiste complet, inégalé dans son art et surtout infatigable promoteur de la culture gabonaise. Oui, effectivement, il n'y a rien à redire en ce qui concerne le côté musical de Vikos, d'autant qu'il allait puiser dans nos traditions, mais pour les gens de notre génération, Vikos aussi, c'est un grand animateur de télé. Ah oui. Nous l'avons connu dans le cadre d'une émission magnifique qui s'appelait, si je ne me trompe, l'idole du dimanche. Effectivement. Voilà, et donc la mort de Vikos est forcément déchirante parce que il est mort relativement jeune. Quand on voit que l'espérance de vie s'est améliorée quand même, on a encore des grandes personnalités de la musique gabonaise comme Pierre Claver Akindingue qui a plus de 80 ans. Oui. Et donc c'est vraiment un déchirement de perdre cet artiste qui a fait connaître le Gabon, c'est-à-dire le côté traditionnel du Gabon avec tous ses mythes et toutes ces sciences parfois occultes de ces savoirs traditionnels. On a vu le président de la transition s'incliner devant l'illustre disparu Davila Obola. Oui. Vous y étiez. Peut-être nous donner également votre témoignage. Vous avez souvent couvert des activités aux côtés de ce monument de la musique gabonaise. Effectivement, comme vous l'avez dit, Viko Sekondo n'est plus, mais un artiste, il ne meurt pas. Il continue toujours de vivre à travers ses œuvres. Et quand on parle des œuvres de Viko Sekondo, on fait naturellement allusion au Tandima, un style musical qui est devenu comme une expression, une identité même gabonaise. Et donc, le départ de Viko Sekondo a été beaucoup perçu comme un sentiment de douleur pour beaucoup de personnes, parce que tu l'as d'ailleurs dit, il a eu droit à un hommage national qui lui a été rendu. Le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il était au Palais de Sport. Les membres du gouvernement également étaient au Palais de Sport. La population gabonaise était au Palais de Sport pour lui rendre ce dernier hommage. Parler du décès de Viko Sekondo, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une perte énorme, mais heureusement, on peut se consoler aujourd'hui en disant l'artiste ne meurt pas, il continuera de vivre à travers ses œuvres, et le Tandima également est toujours là. Le Tandima sera toujours perpétué par la nouvelle génération. D'ailleurs, lors de cette cérémonie d'hommage au Palais de Sport, on a pu avoir sa fille, Lauriane Ekondo, en interview, qui assurait d'ailleurs que la relève du Tandima sera assurée. Davila, on va s'arrêter là, puisque la rétro s'est terminée. On va dire un grand merci à Viko Sekondo, à ce qu'il a fait pour le Gabon, à ce qu'il a donné au Gabon, parce qu'il a beaucoup donné. Un grand merci pour l'artiste qu'il a été, pour le talentueux, même l'icône de la musique qu'il a été. Un grand merci surtout pour l'héritage musical, culturel qu'il lègue au Gabon. Et merci aussi à vous tous qui avez accepté de prendre part à cette émission. Merci encore, Davila. Je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps, mais c'est un grand merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Un grand merci à Louis-Philippe Badinga, l'infatigable Louis-Philippe Badinga qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner sur tous nos plateaux. Et merci à tous nos invités. Je pense à Elsa Rituel Bukando, femme politique que nous avons eu en première partie, Innocent Badouma, journaliste spécialisé sur les questions économiques, et à Monsieur Aurel Mabika, président provincial de la FENAPEC. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous refermons donc ce numéro avec un peu de musique avec Viko Sekondo qui nous a bercé dans notre enfance et qui continuera de bercer certainement les générations à venir encore au Gabon. Merci à vous d'avoir été des nôtres. À très vite sur Gabon 24.
Mano